Nissan 200 SX. Ça, c'est un 2JZ. En pression jusqu'à 1,5, 1,7 bar. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et nous sommes avec Mika. Comment tu vas? Salut, ça va pas mal. Merci à toi de nous présenter ta voiture. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente un projet qui va fêter cette année sa 4e année. Ok. Pas le projet de toute une vie, mais presque. Le passionné d'automobile que je suis, j'avais un grand rêve, c'était de participer à des compétitions automobiles. Okay. J'ai goûté un petit peu à ça quand j'étais plus jeune. Et puis, je cherchais un moyen de faire de la course automobile avec des budgets modestes. Le compromis pour pouvoir faire ce qu'on aime. Plaisir. L'automobile, le plaisir. Ouais. Et dans un budget raisonnable qui évite d'aller se ruiner, quoi. Voilà, qui est dans le domaine du possible. Ça et marche. puis, le drift, c'est aussi une discipline qui permet, avec à partir d'un certain type de préparation pour la compétition nationale ou internationale, très rapidement, on n'est pas limité par les règlements et on n'est pas limité par les budgets pour pouvoir participer. Puis sur la piste également, parce qu'à partir d'une certaine puissance, un rapport poids-puissance, on s'en sort plutôt bien aussi. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors cette voiture, c'est une Nissan 200 SX, une S14, la série qu'on appelle Cookie, la S14A, avec ses phares à l'avant qui sont beaucoup plus pointus et carrés. Ouais. On la différencie de sa grande sœur, la S14 Zenki, qui a les phares plus arrondis. Voilà, c'est juste au niveau des phares, des pare-chocs qu'il y a une petite différence. Et tu évolues dans quel type de compétition? National, bon, national c'est un peu compliqué, régional encore plus. Ouais, il n'y a rien. Malheureusement, en Suisse, on n'a rien. On a des associations, on a des regroupements, des associations, des sociétés suisses qui font par exemple du track day à l'étranger. Je les salue au passage, c'est Drift and Fun, qui mettent beaucoup en œuvre depuis la Suisse. Mais encore une fois, on fait tout ça en dehors des frontières. Tout simplement, pas parce que c'est interdit, mais parce que les circuits l'ont été. Il y a pas longtemps, une très longue histoire. Tu as sûrement déjà abordé dans ta chaîne. C'est une histoire très compliquée, les circuits sur Suisse. On va retrouver des petites courses de côte, des petits rallyes. Ça reste effectivement parce qu'il y a la possibilité de fermer certaines sections de route. Et puis ça reste effectivement. C'est un petit côté, quand on sait qu'on peut rouler entre guillemets sur route ouverte, elle est fermée, mais les éléments sont plus dangereux que sur un circuit, c'est-à-dire qu'on va rouler dans des vraies routes. Il y a des maisons, il y a des murs, sur le circuit on les a pas. Bref, ça c'est une très grande histoire. C'est une très grande histoire, mais alors si on y est sur ce sujet, il y a un truc qui est paradoxal par rapport à Via Sicura, par rapport à la Suisse. Les règles qui se durcissent, les voitures qui sont de plus en plus punies, bannies, parce qu'on ne va pas dire autrement, de la route. Il y a les utilisateurs passionnés d'automobile et de moto par exemple. Faire un petit call avec les copains le dimanche matin, un motard ou un passionné automobile, on aime faire ça. Exactement. Ceux qui se donnent les moyens ou qui ont un peu la chance d'aller sur des circuits, dont moi, j'aimerais vraiment rappeler à tous ces décideurs qu'en fait, les circuits nous manquent pour ça. Ouais, mais clairement. Tous ces passionnés de sport mécanique et de sport automobile, s'ils ont un circuit, ils ont un défouloir. Et c'est malheureux, mais il faut franchir la douane. On prend la remorque qui est juste là derrière, on met la voiture dessus, on fait beaucoup de kilomètres. D'ailleurs, c'est Sam, chez qui on est ici sur le canton de Vaud aujourd'hui, qui s'occupe avec moi de la logistique pour faire ça et que je remercie. Et c'est quelque chose de très contraignant et très Exactement, oui, c'est vrai qu'il faut, niveau budget aussi, ça rajoute des pépettes en plus. C'est ce qui coûte le plus cher sur une découpe de budget en une année, effectivement, c'est les déplacements. Est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ton véhicule, nous parler de son équipement? Je vois qu'il y a plein de choses, énormément de choses. Tu l'as démarré, donc après je pense que vers la fin on a démarré à nouveau histoire de voir comment ça tourne. Malheureusement, les gens, vous en doutez bien, il n'y aura pas d'essai sur route parce qu'elle ne peut pas aller sur la route. Alors on va commencer par cette face avant. Et il y a juste un petit truc que je trouve sympa, c'est ces feux, phares. Tu as mis un autocollant par-dessus, un sticker? C'est des faux phares, c'est des faux phares parce que on n'a pas, pour le peu d'occasions qu'on a de rouler la nuit, en général c'est des circuits qui sont éclairés, c'est des stades ou des choses qui sont très éclairées et puis ça, on n'en a pas forcément besoin. Par contre, on a des lumières de rappel dans les pare-chocs. Ça me sert de lampe un peu témoin. C'est plutôt des feux de position qui sont demandés par le règlement. Le règlement en drift est assez maigre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, on va dire, plutôt sécurité, les règles basiques en fait, un bon siège, des harnais, un casque. Alors c'est exactement, c'est des annexes au règlement FIA qui sont plus légères
mais ça ne veut pas dire que la sécurité est négligée. Ça veut simplement dire que ça laisse la place au bas budget et pas forcément à du gros équipement pour pouvoir intégrer des compétitions. Pour la face avant, essentiellement c'est du carbone et de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. Donc on a un pare-choc, on a un capot qui a fait son temps. Qui a plein de variantes de moteurs en fait qu'on voit encore dans les stigmates, comme le trou ici qui n'est pas destiné à ce moteur. Il y avait un radiateur à l'époque et ce trou là c'était un échappement pour l'ancien moteur. Donc depuis tu as changé de moteur et du coup tu as gardé le même capot en attendant. Le capot est resté parce que je l'adore et c'est un modèle très rare de chez Aerokit qui a un capot en full carbone. Ok, ouais. Ça se voit plus du tout parce que ma foi il a été décoré. Repeint, Il a été décoré et puis surtout il a vécu avec le temps, quoi. Il a vécu avec son temps. On passera au moteur juste après. On va parler un petit peu esthétique. Ok. Et donc si tu veux bien, qu'est-ce que tu nous mets comme pneu? Donc tu es en semi-slick. Alors les pneus, on roule en semi-slick. Donc c'est de la gomme moyenne à tendre. Bon là on voit un train avant tout neuf que je viens de monter pour la dernière manche. C'est essentiellement la marque Zeknova. C'est une marque japonaise qui est importée et maintenant distribuée par un ami qui est aussi un partenaire principal, qui est la carrosserie Road Passion à Palaisieux et qui distribue ses pneus, qui est devenu depuis leader en tout cas au niveau championnat de France et à l'international fait partie des leaders aussi et je suis bien content d'avoir fait les tout débuts avec Zeknova. Pour la petite histoire, vraiment ça a commencé Zeknova les Japonais quand ils ont cherché des gens avec qui travailler, et ils se sont adressés en tout premier à moi et puis j'étais très honoré. Donc, excellent. Effectivement c'est une marque et en plus de ça c'était des bons pneus donc ça jouait bien, quoi. Voilà, et puis maintenant en plus de ça ils sont développés par mon team manager, Jules qui est aussi mon team manager et qui fait maintenant ses preuves même au volant parce qu'il a commencé à conduire un peu la voiture et qui a fait surtout ses preuves en sortant son tout premier pneu comme le pneu qu'on met derrière qui est du semi-slick moyen à tendre, ça s'appelle le JR 500. On a aussi une version plus tendre. Bon là il n'est pas du tout neuf, il a déjà vécu un petit peu de compétition. Tu as les ailes qui sont plus d'origine, en fait tu as un kit complet limite, tu vas dire bas de caisse. Ce qui reste d'origine en fait c'est la malle. C'est plus simple à dire. Voilà, ce qui reste d'origine en tôle c'est la malle qui est ici, qui est découpée pour pouvoir laisser de l'air en fait au radiateur, au système de refroidissement derrière, qui est très imposant. Ouais, un énorme radiateur là. Voilà, c'est ça. Faut savoir qu'on roule de côté avec les voitures de drift, donc le refroidissement direct il se fait pas. Donc on prolonge les conduites, on améliore en fait le circuit, et puis on met des gros radiateurs derrière, ce qui nous permet pour l'intensité des runs, ça monte très vite, très haut en fait. Et puis ce qui nous permet de refroidir, garder un moteur en fait en sécurité. Quoi. On est très souvent en rupteur. Donc du coup les températures. C'est des runs de températures flambent. L'intensité du run en 30 secondes, 1 minute à fond fait monter extrêmement vite la température d'eau. Est-ce que tu démarres à froid ou On démarre le plus possible à froid. Pour avoir une grosse marge de diff. Mais c'est compliqué parce qu'on fait chauffer la transmission avant des. En fait, il y a des trucs qui doivent être chauds et des trucs qui doivent être froids, donc c'est un peu. Il faut jauger le bon intermédiaire. C'est pour ça qu'on met des radiateurs comme ça. Et puis bon, juste avant un run en compétition, on a un passage en zone de chauffe qui forcément nous fait faire chauffer encore plus le moteur. Donc il faut vraiment qu'il soit stabilisé. C'est-à-dire qu'on roule très chaud, mais tout le temps très chaud. Il n'y a pas de variation. Tout à l'heure, tu nous as démarré la voiture et j'ai vu qu'il y avait un énorme échappement là-bas au fond. C'est un échappement G-Concept. G-Concept, notre partenaire à Bordeaux. Donc il y a énormément de partenaires qui offrent sur la voiture. Ce n'est pas des partenaires principaux financiers, mais c'est la plupart des partenaires qui œuvrent sur la voiture. G-Concept s'est occupé de tout ce qui est collecteur jusqu'à la sortie de l'échappement. Puis c'est un échappement en 3 pouces qui part du début en fait, du turbo jusque là. C'est tout simplement un tube libre. En une pièce. En une pièce. C'est ce qui fait que le son est si beau, si propre. Bon, le moteur doit y être aussi pour beaucoup. On va aller voir la gestion, ça juste après. Tout ça. Je vois qu'il y a une petite touchette sur le côté gauche. Du coup, bon, avantage ou désavantage, mais comme c'est de la fibre, c'est réparable. C'est réparable. C'est pas du carbone? Non, ça c'est de la fibre. Pare-choc arrière, oui, on a un partenaire qui les fait, il les fait en carbone. C'est Design Carbone aussi en France. Non, en Belgique, excusez-moi. Qui est en Belgique, qui fait des super bons pare-chocs. En fait, en début de saison, on part avec 2 pare-chocs avant, 2 pare-chocs arrière. Parce que drifter est consommateur de pare-chocs. Donc là, ça, c'est des résultats facilement contre la barrière. J'ai aussi mon
mon second pilote, notre second pilote Julien de Road Passion, qui nous a fait une petite spécialité cette année. Et Ah, du coup, c'est lui qui était au volant à ce moment-là? Non, il y a 4 ou 5, ou 5 événements sur cette aile arrière. Mais je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas trop mal pour 4 ou 5 chocs. On va dire que là, après ce qu'il prend, elle ça est va au bout de être sa aussi, vie. Vous pouvez voir, hein, en fait, c'est un arrière qui est très souple et puis en fait qui bouge. Voilà. Ouais. Donc on a quand même une pièce en tôle qui souffre quand même là. Peut-être qu'un jour j'aimerais couper ici, passer tout en fibre, mais la pièce en tôle nous permet d'avoir un peu de déformation. Ouais, tu peux réajuster et retirer après. Ouais. Tout le système longeron a été refait, les longerons sont découpés. Et puis là on a une barre qui est plutôt une barre de châssis, un arceau qui remplace le morceau de châssis manquant, donc qui est du dur, du non déformable, sur lequel est reposé le radiateur d'ailleurs, et sur lequel on a le point de levage. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte quand tu veux faire du drift. Bon là ta voiture elle est dans une optique compétition, donc c'est plus monsieur et madame tout le monde qui va la conduire. C'est-à-dire qu'en compétition, tu n'as pas le temps d'aller retaper ton coffre tout propre. Non. Il faut dévisser, revisser. C'est du quick change. Voilà, il y en est reparti. Pour la petite histoire, à la dernière compétition, Calmont, là, qui était une manche en montagne, j'ai fait une magnifique petite barrière à la fin de mon run de top 32. Au résultat, même devant le public, et je crois que ça fait rigoler beaucoup le public, je redressais l'arrière comme ça, en tirant sur la barre qui est là, et puis je redressais tout mon arrière comme ça devant le public. Je crois qu'ils ont trouvé ça drôle. Les jantes, tu as pris des jantes OZ? Les jantes, c'est une grande histoire. C'est le premier partenaire officiel qui m'a suivi dans ce projet. Partenaire externe qui est OZ Racing Suisse. Il faut savoir que OZ Racing ne donne aucun sponsoring, tout simplement parce que la jante numéro 1 est obligatoire en Formule 1 depuis 15 ans. Okay. Depuis que je dis ça, ça doit faire bientôt 20 ans. Okay. Donc, ils n'ont pas besoin de faire de promo, de c'est même pas qu'ils n'ont pas besoin, c'est que c'est le leader de la jante de compétition. Et moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la complicité dans ce projet de OZ Racing Suisse, Concept Racing, que je remercie au passage pour ces années de travail ensemble. Et puis qui équipe justement la voiture. Parce qu'il faut savoir qu'on a 2 roues avant. Par contre, on a 12 roues arrière. Faut du stock là. Faire du changement. On parle de quick change. C'est le mot en anglais, il est clair. Par exemple, les pare-chocs qu'on a, on a 2 pare-chocs avant, 2 pare-chocs arrière. Ils sont sur des attaches qui sont rapides aussi, avec un tout petit tournevis. On dévisse un quart de tour, ça sort, on change le pare-choc. Les roues, c'est les 5 écrous habituels. Mon mécanicien tout seul, il arrive à les faire en moins d'1 minute. Les 2. Alors c'est pas le but parce que c'est pas des arrêts au stand, mais par contre il y a des phases de compétition comme les demi-finales, finales, où on n'a pas le choix d'aller très vite parce que des fois il n'y a pas que les roues à faire. Il y a un petit contrôle, il y a eu un contact, il y a eu quelque chose encore à faire. Donc oui, il faut vraiment se limiter dans le temps, se limiter le temps de travail sur la voiture. C'est pour ça qu'on essaie d'améliorer tous ces petits trucs. Est-ce que tu veux bien maintenant nous ouvrir le compartiment moteur, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe là-bas dessous? Et après, on fera aussi un petit tour à l'intérieur, parce que je vois qu'il y a des petites choses sympathiques aussi. Cette baie moteur, depuis que j'en suis propriétaire, elle a vu 3 types de moteurs différents. Ok, en 3 moteurs différents en 3 ans. Ok, sympa. 4 exactement, parce que j'ai commencé sur son 4 cylindres d'origine, qu'on appelle le SR20, qui est un moteur de 2 litres. Et qui peut avoisiner facilement des puissances jusqu'à 400 chevaux. Au-delà de ça, ça devient très complexe à travailler sur un moteur 4 cylindres. Donc après mûre réflexion, puis en voyant qu'on avait envie d'aller un petit peu plus loin en performance, j'avais investi dans un 1JZ, qui avait été le moteur d'une Toyota Soarer, avec un ancien biturbo, qui était vraiment intéressant et qui permettait d'avoir en fait une super linéarité sur la plage d'utilisation. Il a fallu encore améliorer un petit peu les performances, donc le 1JZ c'est un 2,5 litres, ça c'est un 2JZ. C'est le fameux 2JZ de la Toyota Supra. Exact, mais on a gardé la culasse de 1J qui a des particularités mécaniques un poil plus solides et puis qui avait déjà été entièrement forgée sur le 1JZ à l'époque. Donc c'est une culasse renforcée. Ok, donc tu as gardé cette pièce-là juste parce qu'elle était plus solide que si tu avais gardé celle d'origine. 1,5 JZ, voilà. Ok. Ça se dit comme ça, je crois. C'est vrai? Ouais, je suis pas un spécialiste. Le moteur aussi, c'est sur la base de préparation, on a recentré le budget sur les choses essentielles, mais ça reste du low cost.
Alors le 2JZ se paye, hein, il a son tarif sur le marché. Sacré coup, ouais. Le 1JZ un petit peu moins, à cette époque où on l'avait acheté, c'était vraiment la grande chance, c'est que la culasse, ben voilà, elle est impeccable. Le 2JZ, on a gardé que le vilebrequin. Tout le reste est du forgé, comme on dit, donc de la pièce performance, hein, en un bloc. Le collecteur ensuite, pour la partie échappement, le collecteur a été fabriqué à la main par G-Concept Mathieu à Bordeaux, qui fait le collecteur en entier, avec la partie échappement Westgate. Ici, il a installé lui-même la Westgate. Alors vous m'excuserez, ça c'est vraiment typique du drift, hein, les petites Colson qui traînent. Voilà, ça c'est super, comment on dit, thématique du drift. Et puis le turbo est fait en fait tout le moteur, hein, tout ce qui est compartiment moteur, bloc motopropulseur. C'est Jacob Sport au sud de la France qui ingénierise, monte, règle et maintient ce moteur depuis maintenant 3 ans. Ok, ouais. Donc c'est eux les... Voilà. Et ils travaillent avec G-Concept également, ce qui m'ont permis, ben, voilà, par cette alliance, de faire un très très bon collecteur échappement jusqu'à la sortie échappement, parce que c'est très essentiel pour la courbe de puissance. Puis effectivement, là on a un piping, pour l'instant pas très optimal, qui est beaucoup avec du silicone, hein. Même s'il est dur, il a quand même une certaine flexibilité, il s'étend aussi lors de pression. Ouais. C'est un moteur qui peut monter en pression jusqu'à 1,5, 1,7 bar de pression turbo. Ce qui est beaucoup. C'est là qu'on voit la différence quand tu prépares un moteur, jusqu'où il peut aller, et surtout entre le côté, on va dire, street légal et le côté plus du tout street légal. Ben voilà, là c'est vrai que c'est le seul endroit du règlement qui a quasi pas de limite. Le moteur doit être en lieu et place, on ne doit pas toucher aux tourelles, il y a certaines règles de base. Au niveau puissance, après, t'es pas limité. Non, je me suis battu contre des gars qui avaient 1200 chevaux. Ouais. Après, si j'ai bien compris, tu me diras si j'ai raison ou tort, mais dans le drift, c'est pas forcément la puissance qui va te faire aller plus vite. C'est pas ça qui va t'aider forcément à drifter. Par exemple, je dis au hasard, entre 400 et 800 chevaux, donc 2 fois les chevaux, le double, et ben, c'est pas forcément ça qui va te faire aller plus vite avec la caisse. Non. Donc c'est vraiment un peu les pièces que tu vas mettre, le réglage des pièces entre elles, que ça soit du point de vue châssis, moteur, et bon, l'aéro peut-être un peu moins, mais donc c'est un peu tout ça ensemble qui fait que la voiture va être performante, et pas que des chevaux. Par exemple, si on ferait que des drags, donc là, ce serait vraiment la puissance qui compte. C'est la puissance. En plus, c'est ligne droite, là, le pilote est un opérateur. Exactement. Là, c'est puissance, c'est passage de la puissance aux roues, et puis ça s'arrête là. Exact. Enfin, ça s'arrête là. C'est plus compliqué que ça. Je analyse un peu la chose. Ça s'arrête pas là, parce qu'effectivement, c'est le pilotage qui fait tout le reste de la différence. Ouais, exactement. On voit très régulièrement des gars à 400, 500 chevaux qui battent des mecs qui en ont 800, 900 000. Ce qui a été mon cas, parce que cette voiture maintenant a environ 650 chevaux. Ok, ouais. Tu sais les newtons? Elle sort 920 newtons. Ok, donc c'est énorme par contre. Énorme. Donc là, on a du couple à foison. C'est ce qui est très important aussi dans le drift, parce qu'on doit faire patiner les pneus, donc forcément, il faut que la reprise soit là. Voilà, et puis il faut surtout que la courbe soit bonne, parce que sinon, on a tout en haut de la plage et c'est pas intéressant. Exactement. Donc on n'a pas beaucoup de pièces performance, mais par contre, tous les éléments que je considère comme la sécurité, circuit d'essence, tout est quelque chose qui est remis à neuf à chaque saison, et puis qui est surtout sur des pièces performance. On a des injecteurs aussi très gros volume. Les plus gros injecteurs qui existent. On a mis volontairement un papillon motorisé par rapport à la gestion, qui est une gestion totalement programmable, comme Jacob Sport. Puis par contre, on a décidé de rester à l'inverse de beaucoup sur le plenum, donc le collecteur admission d'origine. Ok. Et c'est l'original 2JZ, adapté sur la culasse du 1JZ. Ok, donc il y a une adaptation à faire quand même pour que ça matche, quoi. C'est très hybridisé. Ouais. Hybridisé, pas dans le sens électrique, hein, mais dans le sens, voilà, c'est un Frankenstein. Et ça, c'est la particularité de mon partenaire Jacob Sport, qui sait choisir les meilleurs éléments. Et là, grâce à ce setup tel qu'il est, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, parce que voilà, pièce d'origine. Ouais. Très gros investissements au niveau des accessoires moteurs, et finalement la performance elle est incroyable, parce que ça c'est un papillon motorisé, on le voit, on peut voir la marque, hein. Vous la reconnaissez, le losange. C'est vrai? Mais oui, c'est du Renault. T'as mis du Renault? Et ça, je leur fais entièrement confiance. Ouais, alors le pire c'est que ça tient, c'est que ça marche. Est-ce que tu veux bien nous montrer un petit peu l'intérieur? Oui. Je te laisse aller du côté conducteur. Du côté conducteur alors déjà, tout est allégé, donc tout est en les portières sont encore les portières d'origine. Elles ont été renforcées, on peut le voir. Tu peux le voir par du Kevlar. Ouais. Tout simplement. Donc il y a une grande plaque de Kevlar qui fait tout le tour de la porte là, qui renforce la porte. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de chocs dans les portes, dû la discipline en elle-même, où on va au contact, où on doit volontairement se rapprocher de l'autre. Ça génère des contacts pour éviter de froisser tout le temps et changer tout le temps les portes. J'ai renforcé en Kevlar, ce qui lui permet d'encaisser des méga coups.
Ah ouais. comme ça, sans bouger. Du coup, là, à dire tout ce qu'il y a, pareil, c'est énorme. Là, c'est toi qui t'occupes de la partie intérieure ou t'as Là, aussi, oui, ouais, je l'avais pendant la période de fabrication. On a vidé complètement la voiture, allégé. On a enlevé toutes les surtôles et les choses qui n'étaient pas nécessaires, sachant que l'Arceau allait refaire une structure quand même de châssis. Ouais. On a remis des glissières. Bon, c'est des choses très simples, qui ne sont pas très compliquées, enfin qui ne sont pas très spéciales. Mais de l'autre côté, par contre, pour rabaisser le siège au maximum, parce que c'est vrai que les Japonais ne sont pas très grands. J'ai la tête avec le casque et l'arceau qui passent très proches. Ouais. Donc pour le côté conducteur par contre, on a mis une glissière spéciale FIA également. Voilà. Ici, j'ai choisi moi-même un switch programmable qui change le ralenti de la voiture. Okay. Donc en mode compétition, je le lève, ça prend 1000 tours, simplement pour que le turbo tombe pas trop bas dans son régime, en fait, dans la rotation du turbo. Que même pendant des longues pauses de gaz, eh ben, j'ai eu de la reprise. Là, on a les feux de stop, les feux warning, pardon, en cas de panne. Ou s'il nous arrive un truc sur le circuit pour pouvoir prévenir. C'est la raison pour laquelle tu as encore les feux à l'arrière. Oui, et à l'avant aussi, donc c'est des LED ici qui clignotent. Ok, ouais, j'ai vu que tu avais des petites LED ici. Voilà, là elles sont allumées en rouge, c'est la lumière position. Et puis si j'active les warnings, tu peux le voir. Ok, elles vont se mettre à clignoter. Excellent. Ouais, c'est toi qui as décidé de les mettre là en haut. C'est moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de règle, mais il faut qu'il y en ait devant et derrière, gauche-droite. Excellent. Là, ici, on a la carto. Donc, on parle beaucoup carto, réglage et tout. Alors, il faut savoir que sur un boîtier d'origine, il n'y a pas d'histoire de carto ou de trucs programmables. Ça vient de plus en plus avec les nouveaux OBD. Là, c'est rien à voir avec de l'OBD. On le retrouve ici, le Challenger, qui est de la marque Sibel, qui fait sa dernière année avec nous. C'est vraiment un ancien produit qui marche très bien, qu'on va remplacer, je pense, cet hiver. Et lui, c'est un boîtier entièrement programmable. L'ingénieur, qui est donc Jérémy de chez Jacob Sport, fait le réglage entier avec le moteur. Puis là, je lui ai demandé 2 puissances différentes, volontairement. Donc, c'est une pression turbo qui change, en fait. Je l'ai appelé Pro Loisir, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est sec pluie. Sur la pluie, on n'a pas forcément besoin de très gros couples à haut régime. Et puis, justement, la rotation des roues, la surrotation des roues, on veut l'éviter. Alors, je descends à 400 chevaux en faisant ça. Je perds 200 chevaux en faisant ça. Incroyable de perdre 200 chevaux ou de gagner 200 chevaux. Voilà. Un petit interrupteur. Oui, c'est vrai que je le dis comme ça, mais c'est 200 chevaux. Ça, c'est les essuie-glaces que je ne vais pas faire aller. Voilà. Et puis ça, c'est les lumières. Ici, s'allume ce bouton lorsque j'ai l'alternateur qui se met à arrêter de fonctionner. L'injection pourrait avoir un gros problème en fait. Donc ça serait un problème critique. Donc si j'ai un souci électrique lié à l'alternateur, lui va s'allumer. Ici, on a le manomètre de ratio. Le ratio, le rapport donc des gaz d'échappement. Ici, j'ai le manomètre de pression de turbo. Je vais te dire un truc, jamais je regarde ces trucs. Voilà. C'est la vérité. Le moteur est réglé, il est super safe. Une fois réglé, tu sais que c'est bon, quoi. Il est tellement bien réglé et safe, ils ont mis les sécurités adéquates, je l'entends. Enfin, je le ressens à la pédale, soit il perd la moitié de sa puissance d'un coup et ça veut dire alerte, ça veut dire défaut ou un problème, ou soit il fait des coupures. Tu saurais le reconnaître sans avoir besoin de mano. Donc ces manomètres, on les avait mis tout au début, ils fonctionnent encore. La température d'eau, elle est là, mais tu verras une fois quand je fais démarrer le moteur, elle varie un petit peu. Je veux dire, tout n'est pas très bien réglé, c'est pas très utile, mais ça fait des jolies lumières par contre, très jolies. Ça, c'est la pression de turbo. Ça, par contre, je le regarde chaque jour, chaque jour de course au début. Pendant la zone de chauffe, je fais une charge et puis je veux voir ma pression de turbo toujours au même endroit. Si tout d'un coup, j'ai pas démanchonné, si tout d'un coup, j'ai pas un caillou qui m'a percé l'intercouleur, et ça, c'est le moyen de voir si j'ai bien ma pression de turbo. Avant de partir, tu veux savoir si tout est en ordre. C'est un des éléments les plus importants, l'air de rien, le turbo. Parce que voilà, ça c'est déjà eu arrivé qu'on perd la pression de turbo, tu comprends pas pourquoi ta voiture, et tout d'un coup, elle va perdre 50 un démanchonnage, ça va vite en plus. Démanchonnage, je peux t'en raconter une avec ça. Je me suis retrouvé en Angleterre, à la Manche d'un championnat dont je rêvais d'aller, le BDC, le British Drift. Très beau jour, j'étais heureux comme tout, et puis je fais des essais pas trop dégueulasses, ça va bien, même si c'est des gros titans là-bas et que je me sens tout petit. Je me dis, ça va être une belle journée, on va faire les qualifs. Je suis comme ça avant les qualifs. Et puis pendant la zone de chauffe, pas de puissance. J'avais Jérémy de Jacob Sport qui était là-bas. Je dis, Jérémy, il se passe quoi? J'ai plus de puissance. Elle fait une coupure, elle se met en protection, je sais pas ce qu'elle a, je peux pas le voir depuis où je suis. Tu peux pas faire ta qualif. Il faut que tu abandonnes. Et ça veut dire, on abandonne la course. Une seule manche. On a été jusqu'en Angleterre pour ça et j'ai dû l'abandonner au qualif. J'ai eu le droit de faire un petit tour d'honneur pour dire bonjour aux gens en Angleterre et puis on est rentré.
Ah, ça c'est dur. C'était un démanchonnage. Ah putain. Tout bête, C'est démanchonnage. con, hein, c'est des trucs un peu bidons, on dit comme ça, mais ça peut coûter cher au final, un Très cher. démanchonnage. Sinon, tu as un gros frein à main. Donc effectivement, ça c'est tout le système de freinage. Faut savoir que la pédale ne freine que les freins avant. Ouais, Parce ok. qu'on a un répartiteur ici qui empêche, bon, il est fermé, tu vois, il est fermé complètement. Il empêche donc le frein au pied d'aller sur les freins avant. Et puis il ne marche, d'aller sur les freins arrière, pardon, tandis que le frein à main lui l'actionne que les roues arrière. Alors il y a plusieurs écoles. Les Japonais ne l'utilisent pas au déclenchement, ils l'utilisent pour les corrections, pour de la décélération. J'ai cette façon de rouler, pardon le micro, j'ai cette façon de rouler. Mais après, il y en a aussi qui travaillent énormément sur le déclenchement et puis qui Après, le font ça, les à techniques, l'européenne. chacun, c'est Ouais, c'est ça. ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun après. C'est ça, oui, c'est vraiment le style, ouais. C'est vraiment le style de pilotage. Et on voit que tu as ton volant à la main, Ouais. donc forcément pour rentrer et sortir, je pense que c'est indispensable de pouvoir sortir son volant. C'est plus facile, ça marche, mais parce qu'avec l'arceau comme ça, c'est vachement Ouais. cool. Mais c'est vachement plus facile avec le quick release là. Ce volant, il a une belle histoire. Par contre, alors c'est pour ça que je le tiens. Il n'a pas l'air tout jeune surtout, là on voit Ouais. qu'il a... C'est l'élément le plus vieux de la voiture. Et la voiture m'a été confiée par un ami français. Et j'ai fait un petit peu son historique. Cet ami français l'a racheté à une autre personnalité, Mike Kaufman, que je salue au passage, qui fait du YouTube maintenant. Okay. Et Mike l'avait importé d'Irlande. Et en Irlande, vivent mes idoles, les idoles du drift, et qui sont là au plafond. Oui. Pas tous, mais ça c'est pas un Irlandais, mais on a la famille Shanahan, Connor Shanahan, qui vient d'être sacré champion du Drift Masters, qui pour moi équivaut à champion du monde, quoi. Okay. Et puis on a James Dean. James Dean, sa signature, elle n'est pas anodine parce que quand je l'ai croisé sur une compétition, il est venu voir la voiture et puis il m'a dit effectivement c'est le type de volant que je monte sur mes voitures d'entraînement ou mes voitures tout court à cette époque-là. Okay. Puis il a pris en photo le numéro de châssis, puis on avait un doute, on ne savait pas trop. Enfin, on savait qu'elle venait d'une famille Dean en Irlande, mais de son frère en fait, qui est Mike. Et puis c'est tout ce que j'avais trouvé dans les documents. Bien, effectivement, son frère avait importé la voiture, puis c'était une voiture d'entraînement de James Dean. Incroyable, comme Voilà. quoi le monde est petit. Le monde est petit, puis tu te retrouves 2 ans après le projet à savoir que c'est la caisse de James Dean et tu te dis ah ouais ok c'est cool. Et surtout qu'elle soit venue en drift préparée maintenant et que tu le recroises après sur une et compète. qu'il l'a revu comme ça, il est venu juste dans le paddock la voir, c'était C'est un fou. grand moment. Ah pour ouais, moi, j'imagine. Du coup, est-ce que tu veux bien nous la démarrer, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça dit depuis l'extérieur? Ouais, si elle veut bien démarrer, parce qu'on l'appelle la capricieuse. Hein. C'est vrai? Si elle démarre pas, c'est qu'elle n'a pas envie. Alors là, on entend les pompes qui tournent. Bon ben, faut croire qu'elle t'aime bien. Bon, là, on entend en tout cas la ligne d'échappement complète, c'est incroyable. Ouais. Ça, C'est le son En du direct. 2JZ. C'est les arbres à cam sont d'origine. Les arbres à cam 1JZ sont d'origine. Donc il n'y a pas le son particulier du 2J. Il y a plutôt le son du 1JZ d'origine. le 2JZ est un peu plus aigu, c'est ça, non? Ouais, un petit peu. Ok, ouais. Après, c'est clair que vu la taille du tube, ça peut être que d'un son plus grave en fait. Exactement. Ouais, c'est vrai que là, le tube est vraiment gigantesque. Après, le moteur prend 7700 tours minute Ok. au Raptor, donc ça donne aussi un son très aigu quand ça roule. Ok, magnifique. Tu serais partant de nous faire 2-3 petites accélérations, enfin mettre Ouais, 2-3 coups de gaz pour qu'on puisse entendre le son qui émane. Alors en tout cas sur place ça fait un bruit incroyable. C'est fou hein. Et les retours. Ouais, bah justement, il faut attendre, elle est encore dans son cold start. Quand elle me fait ça, ça veut dire que la température d'huile n'est pas assez haute, puis le boîtier, il est en mode démarrage. Ok. Alors on va attendre parce qu'avant, elle était chaude quand on l'a sortie. Ça marche. allait. Et on va juste attendre 2 minutes. Respect de la mécanique. Magnifique. Alors, toujours. C'est vrai que je la respecte pas dans les murs, hein. Pour tous ceux qui me suivent, c'est vrai que dans les murs je la respecte pas, mais vous aimez ça. Après dans les concurrents non plus, je la respecte pas quand il faut aller au contact. Mais là sans Mais raison. le moteur, voilà, le moment de chauffe et tout, je pense à mes mécanos, à Mano, à l'équipe là. Toujours. C'est ce qui fait, Ouais, on respecte. on peut casser des moteurs très vite sans respecter les temps de chauffe. Bah, ça coûte trop cher en fait pour s'amuser à faire des rupteurs à froid quoi. C'est sûr. Je déteste faire le Gekeko.
industriel, un parking privé, on dérange personne. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. J'espère qu'un jour j'aurai la chance de te voir rouler, ça serait incroyable. Puis les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un joli pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Oh,